Et de même que le rapport de microcosme au macrocosme était indispensable pour arrêter l'oscillation indéfinie de la ressemblance et du signe. De la même façon, il a fallu poser un certain rapport entre métal et marchandise qui, à la limite, permettait de fixer la valeur marchande totale des métaux précieux et par suite d'étalonner d'une façon certaine et définitive le prix de toutes les denrées. Ce rapport, c'est celui qui était établi par la Providence lorsqu'elle a enfoncé dans la terre les mines d'or et d'argent et qu'elle les fait croître lentement comme sur la terre poussant les plantes et se multipliant les animaux. Entre toutes les choses dont l'homme peut avoir besoin ou désir, elle est vaine scintillante, cachée ou croissant obscurément les métaux. Il y a une correspondance absolue. La nature, dite Davanzati, a fait bonne toutes les choses terrestres. La somme de celles-ci en vertu de l'accord conclu par les hommes vaut tout l'or qui se travaille. Tous les hommes désirant donc tout pour acquérir toutes les choses, pour constater chaque jour la règle et proportion mathématique que les choses entre elles et avec l'or. Il faudrait du haut du ciel ou de quelque observatoire très élevé pouvoir contempler les choses qui existent et qui se font sur terre ou bien plutôt leurs images reproduites et réfléchies dans le ciel comme dans un fidèle miroir. Nous abandonnerions alors tous nos calculs et nous dirions: il y a sur la terre tant d'or, tant de choses, tant d'hommes, tant de besoins. Dans la mesure où chaque chose satisfait des besoins, sa valeur sera de tant de choses ou de tant d'or. Ce calcul céleste et exhaustif, nul autre que Dieu ne peut le faire. Il correspond à cet autre calcul qui met en rapport chaque élément du microcosme et un élément du macrocosme. À cette seule différence près que
celui-ci joint le terrestre au céleste et va des choses, des animaux ou de l'homme jusqu'aux étoiles, alors que l'autre joint le terre à ses cavernes et à ses mines. Il fait correspondre les choses qui naissent entre les mains des hommes et les trésors enfouis depuis la création du monde. Les marques de la similitude, parce qu'elles guident la connaissance, s'adressant à la perfection du ciel. Les signes de l'échange, parce qu'ils satisfont le désir, appuyant sur le scintillement noir, dangereux et maudit du métal. Scintillement équivoque, car il reproduit au fond de la terre celui qui chante à l'extrémité de la nuit. Il y réside comme une promesse inversée du bonheur. Et parce que le métal ressemble aux astres, le savoir de tous ces périlleux trésors est en même temps le savoir du monde. Et la réflexion sur les richesses bascule ainsi dans la grande spéculation sur le cosmos. Tout comme à l'inverse la profonde connaissance de l'ordre du monde doit conduire au secret des métaux et à la possession des richesses. On voit quel réseau serait de nécessité lié au XVIe siècle, les éléments du savoir, comment la cosmologie des signes double et fonde finalement la réflexion sur les prix et la monnaie, comment elle autorise aussi une spéculation théorique et pratique sur les métaux. Comment elle fait communiquer les promesses du désir et celles de la connaissance. De la même manière que se répandant et se rapprochant par de secrètes affinités les métaux et les astres. Aux confins du savoir, là où il se fait tout puissant et quasi-divine. Trois grandes fonctions se rejoignant, celle du Basilius, du Philosophos et du Metallicos. Mais tout comme ce savoir n'est donné que par fragments et dans l'éclair attentif de la divination. De même, pour les rapports singuliers et partiels des choses et du métal, du désir et des prix, la connaissance divine, ou celle qu'on pourrait acquérir de quelque observatoire élevé, n'est pas donnée à l'homme, sauf par instant et comme par chance aux esprits qui savent goûter, c'est-à-dire aux marchands.
ce que les devines étayant au jeu indéfini des ressemblances et des signes. Les marchands le sont au jeu, toujours ouvert lui aussi, des échanges et des monnaies. D'ici bas, nous découvrons à peine le peu de choses qui nous entourent et nous leur donnons un prix selon que nous les voyons plus ou moins demandés en chaque lieu et en chaque temps. Les marchands et sont promptement et fort bien avertis. Et c'est pourquoi ils connaissent admirablement les prix des choses. Part 3. Le mercantilisme. Pour que le domaine des richesses se constitue comme objet de réflexion dans la pensée classique, il a fallu que se dénoue la configuration établie au XVIe siècle. The 16th century, XVIe siècle. Chez les économistes de la Renaissance et jusqu'à Davanzati lui-même, l'aptitude de la monnaie à mesurer la marchandise et son échangeabilité reposant sur la valeur intrinsique. On savait bien que les métaux précieux avaient un peu d'utilité en dehors de monnayage. Mais s'ils avaient été choisis comme étalons, s'ils étaient utilisés dans l'échange, si par conséquent ils atteignaient un prix élevé, c'est parce que dans l'ordre naturel et en eux-mêmes, ils avaient un prix absolu, fondamental, plus élevé que tout autre auquel on pouvait référer la valeur de chaque marchandise. Le beau métal était, de soi, marque de la richesse. Son éclat enfoui indiquait assez qu'il était à la fois présence cachée et visible signature de toutes les richesses du monde. C'est pour cette raison qu'il avait un prix. Pour cette raison aussi qu'il mesurait tous les prix. Pour cette raison, enfin, qu'on pouvait l'échanger contre tout ce qui avait un prix. Il était le précieux par excellence. Au XVIIe siècle, on attribue toujours ces trois propriétés à la monnaie, mais on les fait reposer toutes trois, non plus sur la première, avoir du prix, mais sur la dernière, se substituer à ce qui a du prix. Alors que la Renaissance fondait les deux fonctions du métal-monnaie, mesure et substitue, sur le redoublement de son caractère intrinsique, le fait qu'il était précieux. Le XVIIe siècle fait
basculer l'analyse. C'est la fonction d'échange qui sert de fondement aux deux autres caractères. L'aptitude à mesurer à la capacité de recevoir un prix apparaissant alors comme des qualités dérivant de cette fonction. Ce renversement, il est l'œuvre d'un ensemble de réflexions et de pratiques qui se distribuent tout au long du XVIIe siècle. Depuis Scipio du Grandmont jusqu'au Nicolas Barbon, et qu'on groupe sous le terme un peu approximatif de mercantilisme. Activement, on a coutume de la caractériser par un monétarisme absolu, c'est-à-dire par une confusion systématique ou obstinée des richesses et des espèces monétaires. En fait, ce n'est pas une identité, plus ou moins confuse, que le mercantilisme instaure entre les unes et les autres, mais une articulation réfléchie qui fait de la monnaie l'instrument de représentation et d'analyse des richesses est faite en retour des richesses le contenu représenté par la monnaie, tout comme la vieille configuration circulaire des similitudes et des marques s'était dénouée pour se déployer selon les deux nappes corrélatives de la représentation et des signes. De même, le cercle du précieux se défait à l'époque du mercantilisme. Les richesses se déployant comme objet des besoins et désirs. Elles se divisant et se substituant les unes aux autres par le jeu des espèces monnaie qui les signifiant et les rapports réciproques de la monnaie et de la richesse s'établissant sous la forme de la circulation et des échanges. Si on a pu croire que le mercantilisme confondait richesse et monnaie, c'est sans doute parce que la monnaie a pour lui le pouvoir de représenter toute richesse possible, parce qu'elle en est l'instrument universel d'analyse et de représentation, parce qu'elle couvre sans résidu l'ensemble de son domaine. Toute richesse est monnayable, et c'est ainsi qu'elle entre en circulation. C'était de la même façon que tout être naturel était caractérisable et qu'il pouvait entrer dans une taxonomie.
que tout individu était nommable et qu'il pouvait entrer dans un langage articulé, que toute représentation était signifiable et qu'elle pouvait entrer pour être connue dans un système d'identité et de différence. Mais ceci demande à être examiné de plus près. Parmi toutes les choses qui existent dans le monde, quelles sont celles que le mercantilisme va pouvoir appeler richesse? Toutes celles qui, étant représentables, sont de plus objets de désir, c'est-à-dire encore celles qui sont marquées par la nécessité ou l'utilité ou le plaisir ou la réalité. Or, peut-on dire que les métaux qui servent à fabriquer des pièces de monnaie, il ne s'agit pas ici de bilans qui ne servent que de points dans certaines contrées, mais de celles qui sont utilisées dans le commerce extérieur, faisant partie des richesses. D'utilité, l'or et l'argent n'en ont que très peu, autant qu'on pourrait s'en servir pour l'usage de la maison. Et-ils ont beau être rares, leur abondance excède encore ce qui est requis pour ces utilisations. Si on les recherche, si les hommes trouvant qu'ils leur font toujours défaut, s'ils creusent des mines et s'ils se font la guerre pour s'en emparer, c'est que la fabrication des monnaies d'or et d'argent leur ont donné une utilité et une réalité que ces métaux ne détiennent pas par eux-mêmes. La monnaie n'emprunte point sa valeur de la matière dont elle est composée, mais bien de la forme qui est l'image ou la marque du prince. C'est parce que l'or est monnaie qu'il est précieux, non pas l'envers. Du coup, là, le rapport si étroitement fixé au XVIe siècle est retourné. La monnaie et jusqu'au métal dont elle est faite reçoit sa valeur, de sa pure fonction de signe, ce qui entraîne deux conséquences. D'abord, ce n'est plus du métal que viendra la valeur des choses. Celle-ci s'établit par elle-même, sans référence à la monnaie, d'après des critères d'utilité, de plaisir ou de rareté. C'est par rapport les unes aux autres que les choses prennent de la valeur. Le métal permettra
seulement de représenter cette valeur, comme un homme représente une image ou une idée, mais ne la constitue pas. L'or n'est que le signe et l'instrument usuel pour mettre en pratique la valeur des choses, mais la vraie estimation de celle tire sa source du jugement humain et de cette faculté qu'on nomme estimative. Les richesses sont les richesses parce que nous les estimons, tout comme nos idées sont ce qu'elles sont parce que nous les représentons. Les signes monétaires ou verbaux s'y ajoutant de surcroît. Mais pourquoi l'or et l'argent, qui en eux-mêmes ne sont qu'à peine des richesses, ont-ils reçu ou pris de ce pouvoir signifiant? On pourrait bien, sans doute, utiliser une autre marchandise à cet effet, pour si vile et abjecte qu'elle soit. Le cuivre qui, dans beaucoup de nations, reste à l'état de matière bon marché, ne devient précieux chez certains que dans la mesure où on le transforme en monnaie. Mais d'une façon générale, on se sert de l'or et de l'argent parce qu'ils recèlent en eux-mêmes une perfection propre. Perfection qui n'est pas de l'ordre du prix, mais relève de leur capacité indéfinie de représentation. Ils sont durs, impérissables, inaltérables. Ils peuvent se diviser en parcelles minuscules. Ils peuvent rassembler une grande poids sous un volume faible. Okay, it's gold and money here. L'or et de l'argent. Gold and money. Tout ceci fait de l'or et de l'argent, gold and money, un instrument privilégié pour représenter toutes les autres richesses et en faire par analyse une comparaison rigoureuse. Ainsi se trouve défini le rapport de la monnaie aux richesses. Rapport arbitraire puisque ce n'est pas la valeur intrinsèque du métal qui donne le prix aux choses. Tout objet, même sans prix, peut servir de monnaie. Mais il faut encore qu'il ait des qualités propres de représentation et des capacités d'analyse qui permettent d'établir entre les richesses des rapports d'égalité et de différence. Il apparaît alors que l'utilisation de l'or, gold,
l'or is gold, et de l'argent est justement fondé. Comme le dit Boutereau, la monnaie, c'est une portion de matière à laquelle l'autorité publique a donné un poids et une valeur certaine pour servir de prix et égaler dans le commerce l'inégalité de toutes choses. Le mercantilisme à la fois libérer la monnaie du postulat de la valeur propre du métal. Folie de ceux pour qui l'argent est une marchandise comme une autre et établit entre elle et la richesse un rapport rigoureux de représentation et d'analyse. Ce qu'on regarde dans la monnaie dite barbane, ce n'est pas tellement la quantité d'argent qu'elle contient, mais le fait qu'elle est corps. On est d'ordinaire injuste. Et deux fois, avec ce qu'il est convenu d'appeler le mercantilisme, soit qu'on dénonce en lui ce qu'il n'a cessé de critiquer, la valeur intrinsique du métal comme principe de richesse, soit qu'on découvre en lui une série d'immédiates contradictions. N'a-t-il pas défini la monnaie dans sa pure fonction de signe, alors qu'il en demandait l'accumulation comme d'une marchandise? N'a-t-il pas reconnu l'importance des fluctuations quantitatives du numéraire et méconnu leur action sur les prix? N'a-t-il pas été protectionniste tout en fondant sur l'échange et le mécanisme de croissement des richesses? En fait, ces contradictions ou ces hésitations n'existent que si on pose au mercantilisme un dilemme qui ne pouvait pas avoir de sens pour lui. Celui de la monnaie, marchandise ou signe. Pour la pensée classique, en train de se constituer la monnaie, c'est ce qui permet de représenter les richesses. Sont de tels signes, les richesses resteraient immobiles, inutiles et comme silencieuses. L'or et l'argent sont en ce sens créateurs de tout ce que l'homme peut convoiter. Mais pour pouvoir jouer ce rôle de représentation, il faut que la monnaie présente de propriétés physiques et non pas économiques, qui la rendant adéquate à sa tâche et partant précieuse. C'est à titre de signe universel qu'elle devient marchandise rare et inégalement répartie.
le cours et valeur imposée à toute monnaie et la vraie bonté intrinsique d'Issel, tout comme dans l'ordre des représentations. Les signes qui les remplaçant et les analysant doivent être eux aussi des représentations. La monnaie ne peut signifier les richesses sans être elle-même une richesse. Mais elle devient richesse parce qu'elle est signée. Alors qu'une représentation doit être d'abord représentée pour ensuite devenir signée. De là, les apparentes contradictions entre les principes de l'accumulation et les règles de la circulation. En un moment donné du temps, le nombre d'espèces qui existent est déterminé. Colbert pensait même, malgré l'exploitation des mines, malgré les métals américains, que la quantité d'argent qui roule en Europe est constante. Or, c'est de cet argent qu'on a besoin pour représenter les richesses, c'est-à-dire les attirer, les faire apparaître en les amenant de l'étranger ou en les fabriquant sur place. C'est de lui aussi qu'on a besoin pour les faire passer de main en main dans les processus d'échange. Il faut donc importer du métal en le prenant aux États voisins. Il n'y a que le commerce seul et tout ce qui en dépend qui puisse produire ce grand effet. La législation doit donc veiller à deux choses. Interdire le transfert du métal à l'étranger ou son utilisation à d'autres fins que le Moyen-Âge, et fixer des droits de douane tels qu'ils permettent à la balance commerciale d'être toujours positive, favoriser l'importation des marchandises brutes, prévenir autant que possible celle d'objets fabriqués, exporter les produits manufacturés plutôt que les denrées elles-mêmes dont la disparition amène la disette et provoque la montée des prix. Or, le métal qui s'accumule n'est pas destiné à s'engorger ni à dormir. On ne l'attire dans un état que pour qu'il y soit consommé par l'échange. Comme le disait Becher, tout ce qui est dépense pour l'un des partenaires est rentré pour l'autre. Et Thomas Mann identifiait l'argent comptant avec la fortune.
c'est que l'argent ne devient richesse réelle que dans l'exacte mesure où il accomplit sa fonction représentative. Quand il remplace les marchandises, quand il leur permet de se déplacer ou d'attendre, quand il donne aux matières brutes l'occasion de devenir consommables, quand il rétribue le travail, il n'y a donc pas à craindre de l'accumulation d'argent dans un état qui fasse monter les prix. Et le principe établi par Bodin que la grande cherté du XVIe siècle était due à l'afflux de l'or américain n'est pas valable. S'il est vrai que la multiplication de numéraires fait d'abord monter les prix, il stimule le commerce et les manufactures, la quantité de richesse croît et le nombre d'éléments entre lesquels se répartissent les espèces se trouve augmenté d'autant. La hausse des prix n'est pas à redouter, au contraire, maintenant que les objets précieux se sont multipliés, maintenant que les bourgeoises, comme dit Scipion de Gramont, pouvant porter du satin et du velours. La valeur des choses, même les plus rares, n'a pu que baisser par rapport à la totalité des autres. De même, chaque fragment de métal perd sa valeur en face des autres à mesure qu'augmente la masse des espèces en circulation.